Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Il y a une question qui revient à l'avant-scène dans le cadre de l'élection américaine. C'est cette question de l'ingérence russe et au cours des dernières heures, des derniers jours, elle a refait surface. Oui, The Russians Are Coming. Voilà un film dans lequel on a joué quelques fois en 2016, en 2020, en 2024. Les autorités américaines, particulièrement le département du Trésor et le département d'État hier, ont annoncé qu'ils allaient prendre des mesures pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ingérence étrangère et particulièrement russe. Les Russes sont spécifiquement visés. Ce qu'on nous dit, c'est que les médias russes, particulièrement Russia Today, mais Sputnik aussi, ont des contenus qui sont utilisés pour pervertir le cours de l'élection présidentielle. On se rappelle qu'en 2016, à la fin du cycle électoral, on avait appris, les Américains avaient dit, il y a eu de l'ingérence, les Russes se sont mêlés de nos élections. Madame Clinton, qui avait perdu les élections, avait plusieurs fois dit, oui, il y a eu de l'ingérence, peut-être même de la malversation. Il faut voir qu'aux États-Unis, il y a toujours deux choses qu'il faut distinguer. La contestation des élections contestées, il y en a toujours eu. Je reviens à 2016, à la fin du cycle, Mme Clinton avait dit il y a quelque chose de tout croche dans ça, je me suis fait voler l'élection, je pense qu'elle a même employé l'expression quelques fois, puis il y a la reconnaissance du résultat électoral, même si tu as des doutes sur la manière avec laquelle les choses se sont passées. Donc, Mme Clinton avait contesté, avait parlé même, je pense, 2 ou 3 fois de ce qu'on lui avait volé l'élection, mais elle s'est ralliée au résultat, contrairement à M. Trump en 2020 qui a dit, et répète encore qu'il y a eu malversation, mais qui ne s'est jamais véritablement rallié. Sinon que je l'ai entendu cette semaine sur un podcast dire on a perdu l'élection, mais vraiment par un cheveu. Donc c'était peut-être la première fois que je l'entendais reconnaître que l'élection avait été perdue. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est cette question de l'ingérence russe, parce qu'en 2016, ça a été la grosse affaire. Il y a même eu un Russiagate, c'est-à-dire qu'on a présumé, on a dit, ça a été écrit largement. D'ailleurs, le Washington Post et le New York Times ont remporté des prix Pulitzer, le plus prestigieux d'entre tous les prix, pour avoir, à l'époque, apparemment, fait des démonstrations de ce qu'il y avait des liens entre l'élection de M. Trump et l'ingérence russe. Et en fait, il y avait connivence, il y avait collusion. Ouais, mais technologiquement parlant, il me semble, on parlait le mot qui est devenu à la mode, les bots, là, donc des faux, par exemple sur Twitter, là, des faux comptes, là, tu sais, qui a comme un nom, mais qui relaient, là, tu sais, qui prennent, donc que les Russes avaient la capacité de lancer quelque chose, mais qui est relayé par toutes sortes de faux comptes et que finalement tu te rends compte au bout de 48 heures que 10 millions de personnes l'ont vu, là. Et c'est contre ça que les autorités américaines nous mettent en garde. Il y a le FBI aussi qui fait enquête. Ce qui est intéressant en 2024, et c'est là que ça devient, ça pose de sérieuses questions, parce qu'on dit, attention, il y a à l'horizon de l'ingérence russe, mais ce que je ne t'ai pas encore dit, c'est que les mêmes autorités disent, parce que les Russes veulent l'élection de Donald Trump. Donc, on dit aux électeurs américains, et c'est ce que font les agences, les Russes font d'ingérence parce qu'ils veulent élire Donald Trump. Alors, encore une fois, il y a un lien de cause à effet qui est créé et où on dit, c'est le candidat, c'est peut-être pas la marionnette, mais le candidat favori de Vladimir Poutine, ce qui évidemment est inquiétant pour plusieurs. Et c'est là que ça nous ramène dans le cycle électoral à plusieurs de ces anecdotes. Je disais, puis c'est pas des anecdotes en fait, c'est des éléments qui ont pesé lourd dans l'histoire et dans l'histoire électorale, dans l'histoire contemporaine, quand on a dit qu'il y avait collusion entre Moscou et M. Trump. Donc je le disais, il y a des journaux qui ont remporté autour de ça des prix. Or, la question du Russiagate a été parfaitement démontée, débunkée. Je dirais que la référence en la matière, pour ceux qui sont intéressés, c'est le Columbia Journalism Review, qui est le magazine du journalisme produit par la faculté de journalisme de l'Université Columbia à New York, qui a consacré 2 ans à faire enquête pour arriver à la conclusion
Non pas que les Russes ne s'étaient pas mêlés de l'élection en 2016, ils l'ont fait, mais qu'il n'y avait jamais, ni de près ni de loin, eu de collusion directe entre l'équipe de M. Trump et Moscou, comme on le sous-entendait, parce que c'est gravissime comme accusation. Là, tu deviens un agent au service d'une puissance étrangère. Robert Mueller, qui a fait enquête, l'ancien patron du FBI, qui a fait enquête à la demande du ministère de la Justice pendant les années Trump, est arrivé à la conclusion que les Russes, oui, étaient présents, ont essayé d'influencer ou de jouer ou faire de la désinformation. Et j'ouvre une parenthèse là-dessus, Mario, parce que je sais que tu le sais. Les Américains, au fil de l'histoire, se sont souvent mêlés des élections des autres. Les Américains en Amérique centrale. Et pas très loin, rappelons-nous en 2017, en France, le président Obama, ex-président Obama, qui prend fait et cause pour Emmanuel Macron. À l'époque, on était juste 3 jours avant le deuxième tour. Il faisait face à Madame Le Pen. Et c'était encore une fois le discours sur l'avenir de la démocratie qui était en jeu. Et là, un ancien président qui choisit ouvertement d'entrer dans la danse, c'est une forme d'ingérence, c'est une forme d'influence. Alors, quand ça fait notre affaire, on va dire, c'était tout à fait correct, c'était tout à fait honorable. Et là, ce qu'on revit, en fait, c'est la mise en garde qui est faite, et probablement légitime. C'est-à-dire qu'il y a des Russes qui doivent être en train de faire de la manipulation, vouloir faire de la désinformation, comme les Chinois le font, comme les Iraniens le font, comme les Américains le font avec Voice of America, parce que la guerre, c'est aussi la guerre de l'information, la propagande, ça participe du jeu. Ce qui est très embêtant, c'est quand on est à 60 quelques jours d'une élection et que des officiels du gouvernement, le FBI, le département d'État, le département du Trésor disent il y a de la manipulation parce que le candidat des Russes, c'est Donald Trump. Ça laisse donc entendre, encore une fois, est-ce que c'est je peux pas savoir ce qui se passe dans la tête de M. Poutine, est-ce que c'est son choix? Mais si c'était son choix, parce que je suis mis à réfléchir à ça depuis hier, si Vladimir Poutine était vraiment derrière Trump, et je n'exclus absolument rien, je ne sais pas ce qui se passe entre ses deux oreilles. Est-ce qu'il aurait, il y a 3 semaines, fait en sorte qu'il y ait un deal de négocier entre lui et l'administration de M. Biden pour libérer des prisonniers américains qui étaient retenus à Moscou et ailleurs en Sibérie, en particulier un journaliste du Wall Street Journal, un deal qui a permis évidemment de libérer des prisonniers russes qui étaient détenus un peu partout dans le monde, en Allemagne, il y en avait aux États-Unis, mais qui, quand il a eu lieu, il y a 3 semaines, un mois, tu t'en rappelles, était considéré comme une retentissante victoire diplomatique de l'administration de M. Biden, par extension peut-être de Mme Harris. Donc, est-ce qu'un gars qui voudrait vraiment favoriser la candidature de M. Trump aurait fait un pareil cadeau à l'administration démocrate? J'en sais strictement rien, mais la question se pose vraiment. Et en matière de désinformation, alors tu vas me dire c'est super pointu, Mario, mais ce ne l'est pas parce que tu parlais des bots tout à l'heure, de ces robots qui deviennent des amplificateurs de désinformation. Il y a eu pendant de nombreuses années un site de référence pour les médias américains qui s'appelait Hamilton 68, qui avait une espèce de tableau de bord qui listait en temps réel, justement pour les journaux et les médias, des sites qui étaient soupçonnés d'être sous influence russe. Dans l'affaire du Twitter Files, quand on s'est mis à jouer dans les dossiers de Twitter, qui est un acteur important des réseaux sociaux, on s'est rendu compte que Twitter, l'administration, avait été mise en garde. On avait dit, étudiez ce que Hamilton 68 ou 68 a comme information, parce que ce sont des sites que vous devez avoir à l'œil. On parlait de plus ou moins 600 sites qui étaient apparemment sous influence russe. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'équipe de Twitter à l'époque? C'est qu'ils ont fait une espèce de manœuvre d'inversion pour remonter à la source de tous ces comptes. Ils sont arrivés à la conclusion que sur les 600 quelques, il y en avait 35, 40 qui étaient effectivement des sites associés ou à Sputnik ou à Russia Today, mais pour l'essentiel, c'était des sites qui étaient animés par des Américains, des Canadiens, qui n'étaient pas des espions russes, qui par moment avaient je dirais des propos qui pouvaient être perçus comme favorables à la Russie, mais pas nécessairement, qui étaient plus associés à la droite, on doit le dire, mais qui n'étaient pas pour autant des comptes sous influence de la Russie. Et ça a été la référence des médias, puis l'affaire depuis a été un peu oubliée. Hamilton 68 ou 68 n'est plus la référence qu'elle était. Mais tout ça pour te dire, Mario, que dans le contexte d'une campagne électorale, encore une fois, où on nous dit
attention, les Russes nous ont à l'œil, et je dis, il n'y a aucun doute, les Russes font ce qu'ils doivent faire comme ce que font les Chinois, ce que font les Iraniens, c'est-à-dire qu'ils livrent la guerre à l'information. Est-ce que il y a de la part de l'administration, au passage, en le disant, une mise en garde sur l'objectif de Moscou qui serait une fois encore de ramener M. Trump au pouvoir, qui n'est pas une forme de teinte au débat électoral qui est donné. Parce qu'il se peut que la position de M. Trump et de J.D. Vance sur la guerre en Ukraine soit un facteur, parce que il dit, lui, Trump, depuis le début, qu'il veut mettre un terme à cette guerre. Est-ce que c'est un facteur qui rendrait sa candidature plus heureuse du point de vue de Moscou? J'en sais strictement rien, parce que je ne connais pas le plan. Il refuse de le donner. C'est d'ailleurs de la pensée magique quand on écoute M. Trump. Il dit, moi, je vais vous arrêter ça, cette guerre-là, comme ça. Ça va être facile. Puis quand on lui demande, oui, c'est quoi le plan? Il dit, ben, vous savez, un bonhomme d'affaires ne livre pas son plan avant d'être en face ou à la table de négociation. Alors, peut-être en a-t-il un. C'est évident qu'en ce moment, entre les démocrates et les républicains, il y a une affaire où ils se distinguent largement, c'est sur la question de la guerre. Faut-il la poursuivre ou pas? Du point de vue des démocrates, il faut à tout prix la poursuivre et redonner des éléments de force aux Ukrainiens pour qu'ils puissent négocier avec Moscou, sinon gagner la guerre. Je pense qu'on est très, très, très loin du compte et on y reviendra. Et c'est pas l'incursion à Koursk ou autour de Koursk que par les forces ukrainiennes qui va changer quelque chose à l'équilibre des forces sur le terrain. Les Russes sont en train de remporter des gains importants, ou continuent d'emporter des gains importants, ce qui leur donnera probablement une main très forte s'il y avait une négociation. Et de l'autre côté, je disais donc des démocrates qui sont favorables à ce qu'on repousse les Russes, parce que c'est possible, et puis des républicains qui disent il faut trouver une solution, il faut mettre un terme à ce conflit qui coûte cher aux Américains, parce que c'est de l'aide et beaucoup d'aide, et parce qu'il y a aussi, on n'en parle pas souvent, au-delà des enjeux géostratégiques, il y a des morts, et beaucoup plus que ce qu'on en rapporte. Et des morts ukrainiens, c'est probablement des centaines de milliers de personnes qui sont mortes. Alors on dira pour un principe qui est la souveraineté nationale, il n'y a pas de petite économie, mais au total, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des Ukrainiens qui soient pas en train de se poser la question de là où est le point d'équilibre, là où on doit essayer de trouver une solution. Est-ce que ça sera une solution, puis on y reviendra, qui pourrait ressembler à ce qu'on a connu en Corée, c'est-à-dire que personne peut dire on a gagné, mais on stoppe les opérations, on gèle les opérations. Est-ce qu'il y aura une négociation en termes qui permettra de rétrocéder les territoires? Sincèrement, je serais surpris que les Russes, qui sont en ce moment en position de force, aient envie de beaucoup rétrocéder du territoire, à moins évidemment que les Ukrainiens d'ici là l'emportent. Mais on est parti en parlant de désinformation. Mario, est-ce qu'il y en aura dans la campagne? Bien entendu. Est-ce que une fois encore, il faut penser qu'il est la marionnette des Russes, M. Trump? J'ai pas de réponse ferme à donner, sinon qu'on a joué dans ce film-là à répétition. Et je te rappelle qu'en 2020, quelques jours avant le débat, des grands patrons d'agences de renseignement, une cinquantaine, avaient signé une lettre pour dire attention, l'ordinateur de Hunter Biden et son contenu, c'est de l'intox russe. C'est de l'intoxication russe. C'est une affaire pour favoriser la candidature de M. Trump. Et le FBI avait l'ordinateur entre ses mains, il savait que le contenu n'était pas de l'intox. Et ses patrons, anciens patrons des grandes agences de renseignement, ne pouvaient pas ne pas savoir. Donc, ça aussi, ça ressemble étrangement dans le cours d'une campagne électorale à une forme d'ingérence ou d'influence. Stéphane, merci. Je t'ai essoufflé, hein? Je t'ai vu la face, puis j'ai dit, ça se regarde l'horloge aussi. Ben, c'est fini, regarde, zip. Merci, Stéphane.